Bonjour, bienvenue chez Flamme. Nous sommes extrêmement contents d'accueillir une artiste, plus exactement une musicienne, une grande musicienne, Anne Gravoin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors ma chère Anne, tu es un peu ici chez toi, il faut que je raconte, si tu me le permets, car il y a un peu plus de 10 ans, tu es venu avec ton orchestre et tu as inauguré ces locaux, qui étaient les nouveaux locaux de W, dans un magnifique immeuble dont vous apercevez, j'imagine, quelques détails, qui est designé par Dominique Perrault, et tu nous as porté chance, puisque 10 ans plus tard, nous sommes encore là, l'agence a grandi, elle s'est embellie, et j'ai souhaité qu'on déplace un peu le tournage de Flamme dans ce lieu qui est en fait un lieu de répétition et aussi un lieu de concert, car chaque mois, nous accueillons des étudiants supérieurs du Conservatoire supérieur de Boulogne et qui viennent ici rôder leur programme devant le public de l'agence. Et ça fait maintenant des années que donc, nous accueillons de la musique et c'est très utile pour les étudiants de venir présenter leur programme et d'apprendre à parler au public. Voilà, donc tu es là dans un lieu un peu symbolique. Et puis je me souviens qu'à l'occasion de ces 10 ans, quand tu avais joué au rez-de-chaussée de cet immeuble avec ton orchestre, nous avions lancé ce petit livre rouge qui est Etche Logo. Voilà, je te le montre, les marques anges et démons du XXIe siècle. Tu me vois venir, Anne Gravoin, c'est quand même une magnifique marque. Tu es violoniste, tu es chef d'orchestre, tu es dirigeante d'entreprise. Alors tu connais la règle de Flamme. Ma première question est, qui t'a donné cette flamme pour avoir une telle activité, un tel spectre? Dis-nous, qui t'a transmis la flamme? Alors bonjour déjà, bonjour Denis, bonjour W. Je suis très, très heureuse d'avoir été invitée dans ces si beaux locaux dont j'ai eu la chance d'inaugurer il y a une dizaine d'années. La flamme, elle vient de mon papa. Et voilà, et c'est assez émouvant pour moi parce qu'il est parti il y a très peu de temps, que c'était un merveilleux musicien et que toute petite, comme beaucoup d'enfants j'imagine, et surtout de petites filles, on a envie évidemment de ressembler ou en tout cas de faire comme papa. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors pas de la même manière et j'ai pas du tout le même parcours que lui, mais il m'a donné cette envie, il m'a fait découvrir la magie de ce métier, d'abord de l'instrument, de la musique, ensuite de l'instrument. Il était violoniste? Il était violoniste. Il ne voulait pas tellement que je fasse du violon d'ailleurs, parce qu'il savait à quel point c'était difficile. J'aurais dû l'écouter à cette époque-là, il avait certainement raison. Mais il m'a donné cette flamme, comme tu le dis si bien, cette envie de partager une des plus belles choses qui soit que l'on peut vivre, c'est cette émotion avec la musique qui est une forme éphémère de l'art. Alors, elle devient de moins en moins éphémère, évidemment, puisque maintenant, depuis les enregistrements, c'est-à-dire depuis à peu près le 1915-1918, on a pu, ce que l'on entendait avant et qui était absolument, qu'on ne pouvait pas conserver, on a pu le graver dans du marbre, alors de la manière dont on sait, avec les cylindres, ensuite avec bien sûr le 78 tours, le 33 tours, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez magique parce qu'il m'a donné cette envie, il m'a fait découvrir ce monde et puis cette symbiose que j'avais avec lui et que j'espère j'ai toujours, même s'il n'est plus là. Alors ton papa, si je me souviens bien, a fait le Conservatoire de Paris, où il a rencontré notre ami commun Jacques Loussier. Absolument. Voilà, à qui on fait un petit coup de chapeau. Oui. Et comment ça se passe quand on est violoniste et qu'on a un papa violoniste? Est-ce que c'est son professeur ou est-ce que tu avais un professeur à côté de ton papa? Comment ça marche? Non, j'avais un professeur à côté, parce qu'en plus, même si on a des yeux tellement d'admiration pour son papa, c'est quand même difficile de travailler, je crois, avec ses parents quand on est petit. Donc il m'avait mis dans les mains tout de suite d'un merveilleux musicien, un merveilleux violoniste avec qui, alors bien sûr, on travaillait très souvent ensemble, il me donnait tellement de conseils, et puis j'ai eu l'occasion de faire des concerts, mais des concerts avec lui. Et après, il m'a laissé tracer ma route, qui a été d'ailleurs, comme je le disais, assez différente de la sienne. Alors ta route, elle est quand même extrêmement large, je le disais tout à l'heure, tu es violoniste, tu es chef d'orchestre, tu as monté un orchestre et tu es une des rares musiciennes chef d'entreprise. C'est extrêmement rare. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser à la route de TSF Jazz et qui disait mais on ne reçoit jamais de chef d'entreprise dans le milieu des musiciens. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Peut-être que ton papa y est pour quelque chose là aussi.
Alors, oui et non. Alors, moi j'ai un parcours très traditionnel, comme mon papa d'ailleurs, très classique. Et puis, c'est les rencontres. Les rencontres quand j'ai 20 ans, 22 ans, et des rencontres dans un milieu que je ne connaissais pas, qui était le milieu de la pop. Et c'est au milieu des années 80 et c'est une autre facette de ce métier qui m'a assez, je dois dire, assez séduit. Et c'est au fur et à mesure des années, moi j'aime réunir les gens, j'aime créer ces contacts entre les musiciens parce que faire de la musique c'est fantastique, mais la partager c'est encore mieux. C'est-à-dire que bien sûr on peut toujours jouer chez soi et se faire plaisir en travaillant, mais partager la musique c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Et dans divers styles musicaux. Et moi j'ai eu la chance, en tout cas, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rencontrer à des moments assez cruciaux dans ma vie des gens qui ne faisaient pas du tout mon style de musique et qui m'ont fait découvrir voilà, toute cette variété, cette pop dans les années 80. Ensuite, comme j'aime beaucoup organiser, réunir, voilà, je crois que en tout cas, je ne sais pas si c'est une vocation, mais déjà toute petite, j'aimais ça. Du coup, de fil en aiguille, on m'a demandé de constituer des petits orchestres, et puis après, des orchestres plus importants, et puis dans divers domaines, pour la télévision, pour l'enregistrement, pour la scène, dans la musique classique, dans la pop, dans la variété, le jazz, etc. Et puis au milieu des années 90, ça devenait de plus en plus important, on me demandait de plus en plus de choses, et là c'est les producteurs, les tourneurs, c'est les maisons de disques qui m'ont dit on aimerait bien maintenant passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que bien sûr ton apport professionnel, c'est-à-dire réunir exactement les bons musiciens qu'il faut en fonction de ce qu'il y a à jouer, en fonction des projets qu'on te demande. On aimerait bien tout simplement que tu gères tout ça, que tu fasses ce qu'on appelle vraiment la production exécutive. Et c'est comme ça que j'ai créé ma société et que en effet cette double, triple casquette depuis maintenant plus de 25 ans me prend une grande partie de mon temps. Mais je reviens là-dessus, je pense que ce qui est très important, c'est d'arriver à saisir les opportunités quand on rencontre, parce que la rencontre fait, voilà, on a cette chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens très différents et saisir cette voie, ces chemins. Alors, ce n'est pas dénué de travail, parce qu'en plus de mon travail d'instrument permanent et en plus alors le mot carrière est un peu pompeux, un peu présomptueux. Disons parcours. De musicienne classique, j'avais un travail colossal de chef d'entreprise. Et bon, après, en grossissant, j'ai développé tout ça. Je me fais aider beaucoup, bien sûr. Alors peut-être pour clore ce premier chapitre sur la flamme que tu as transmise. Tout à l'heure, tu as dit, ce qui m'a le plus inspiré, peut-être, c'est les rencontres. Et il y a beaucoup de jeunes femmes qui nous écoutent et qui doivent se dire, oui, mais comment on fait pour rencontrer ? Comment ça s'est passé ? Tu t'es pas mis à un carrefour en disant, je voudrais rencontrer des gens ? Comment ça marche ? Non, malheureusement, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est le hasard de la vie. C'est par l'intermédiaire de l'intermédiaire. Voilà, on se retrouve à un endroit et puis on a un contact avec des gens privilégiés. Et à ce moment-là, alors après, il faut être extrêmement réactif. Je pense qu'il faut être extrêmement ouvert. C'est un métier de communication, de partage, de sensations, d'émotions. D'ailleurs, c'est assez lié, c'est très entremêlé. On a beaucoup de mal à dissocier justement les émotions que l'on peut avoir, et notamment dans les relations humaines, parce qu'on fait de la musique. Et que je pense qu'il faut quand même, pour arriver à jouer ensemble, à créer ce que va ressentir ensuite celui qui écoute ou le public, il faut arriver à trouver ce lien. Et donc il faut être, je pense, en effet très ouvert. Et puis il y a des opportunités qu'on vous offre, il faut arriver à les saisir. Il n'y a pas de règle. Enfin, mais est-ce que le fait d'être musicienne facilite la rencontre ? Alors moi, il se trouve que ce qui a facilité peut-être ces rencontres, c'est que j'ai toujours été au cœur de mes orchestres. Je n'ai jamais été en dehors.
il y a peu de gens qui font... Oui, on te voit d'ailleurs, tu es souvent quand tu es le premier violon et on te voit effectivement au cœur de la mêlée, si tu me permets. Au cœur de la mêlée. Ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir comprendre aussi les besoins qu'avaient les musiciens et aussi les besoins de la production. C'est ce go-between. C'est vrai que ce rôle, je n'aime pas non plus trop ce mot, mais il est indispensable, de leader, hein, fait que on a une carte à jouer qui est arriver à comprendre et ce dont les musiciens ont besoin vraiment pour leur confort, pour tout ça, et en même temps avoir un cahier des charges de la production qui, sans les producteurs, on ne pourrait pas de toute façon créer tous ces projets. Donc tout ça, c'est arriver à être souple et conciliant et à l'écoute. Voilà. Voilà, alors on a bien compris ce que tu avais reçu, ce qui t'avait été transmis par ton papa, par toutes les rencontres dont tu as parlé. Passons maintenant au deuxième chapitre, si tu veux bien, qui est la flamme qui fait briller. Voilà, Flamme est de plus en plus vue, et donc on va dire que c'est un média d'influence maintenant, il faut le dire carrément. Et donc ça nous importe de savoir quelle cause, quelle personne, qu'est-ce que tu as envie de faire briller, sur quoi as-tu envie de jeter la lumière ? Alors, sur plusieurs choses. La première chose déjà, c'est que tout mon travail depuis presque 30 ans, enfin même plus de 30 ans, c'est de casser les barrières. Et je pense qu'en plus, toi, Denis, tu sauras vraiment de quoi je parle, de casser les barrières entre ces musiciens classiques, cette musique classique, cette interprétation comme ça, et tous les univers actuels, c'est-à-dire la pop, toute la variété, le jazz, casser les codes. On était vraiment, je dirais, coincés entre l'image qu'on avait du musicien classique qui était dans un tunnel et qui n'acceptait pas, qui était assez figé comme ça, avec le reste de la musique actuelle. Et à quoi c'est dû ça ? Pourquoi c'est si figé, si fermé ? C'est l'académisme ? Alors, c'est l'académisme parce que nous, on a eu, quand on était au conservatoire, tous une ligne directrice qui était extrêmement stricte. Il fallait travailler sa technique et suivre les codes des interprétations musicales, d'ailleurs qui évoluent au fur et à mesure des années. Mais on a des règles qui sont des règles vraiment très, très dures. Et souvent, beaucoup de musiciens classiques considéraient que la pop, la variété, etc., c'était quelque chose pour lequel ils n'avaient aucune considération. Alors que c'est en plus maintenant de plus en plus faux, parce que c'est pas facile, même quand on est un grand et un très bon musicien classique, d'arriver à avoir tous ces nouveaux styles. Et cette barrière-là a été beaucoup rompue, et notamment à la fin des années 80. Et je pense qu'il y a une nettement plus grande considération, en tout cas de la part de mon milieu de musicien classique duquel je viens, pour toutes les autres musiques. Et puis aussi parce que, alors, contrairement à beaucoup d'autres entreprises, nous, les femmes ont eu une place, en tout cas après la guerre, nettement plus importante qu'avant. Il faut savoir qu'à la fin des années 40, enfin dans les années 50, il n'y avait pas du tout de femmes dans les orchestres. Il n'y avait qu'une seule femme, c'était Lily Laskin à la harpe à l'Opéra de Paris. D'ailleurs, il y a une photo dans l'opéra qui est extrêmement drôle parce qu'il n'y a que des hommes et il y a une femme. Et maintenant, il y a plus de femmes dans certains orchestres que d'hommes. Et je trouve que c'est bien. Après, je pense qu'il faut. Il y a eu des polémiques. On se souvient de Karajan qui ne voulait pas de femmes dans son orchestre. Oui, mais enfin, même beaucoup plus tard. Moi, je me souviens de Marek Janowski, qui était directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui, en tournée, notamment en tournée en Allemagne, disait que ce serait mieux si l'orchestre était quand même un petit peu plus constitué d'hommes que de femmes, parce que pour l'image de l'orchestre, ce serait mieux. Ça paraît fou, surtout qu'en plus, dans les années 70 et 80, énormément de femmes et de grands talents sont rentrés dans ces orchestres. Mais je dois dire que maintenant, il n'y a pas du tout, enfin depuis très longtemps même, vraiment depuis au moins 30 ans, il y a beaucoup moins cette considération que la femme, elle est à niveau égal. Et d'ailleurs, c'est un secteur où la femme gagne exactement la même chose que l'homme depuis... On était en avance sur le Premier ministre, en fait, voilà, en France. Voilà. Oui. Les musiciens oui, absolument. étaient en avant. Il n'y a jamais eu de différence de salaire dans les orchestres parce que on était une femme ou un homme.
Donc ça, c'est quand même très important à souligner. Après, sur quoi puis-je mettre la flamme? Donc déjà, voilà, casser cette barrière, et je pense que toutes les musiques peuvent être interprétées d'une immense qualité, avec des musiciens de grande qualité. Après, c'est la transmission, c'est-à-dire que c'est la jeunesse. Donner envie aux jeunes d'aller dans les conservatoires. Il y a énormément l'orchestre à l'école, notamment évidemment dans les banlieues où il y a beaucoup de jeunes encore qui n'ont pas accès à tout ça. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Didier Lockwood en a fait partie, mais Zaya Ziwani avec son orchestre. Il y a Demos évidemment qui a été la Philharmonie de Paris. À la Philharmonie de Paris, qui avait été créée par Marine Karmitz et qui a été formidablement soutenue par Laurent Bell, qui vient de quitter ses fonctions à la Philharmonie et qui est remplacé par Olivier Mantelli et qui va continuer cet orchestre Demos. Et tout ça vient d'El Sistema, qui était en Amérique du Sud, au Venezuela, et qui, grâce à la création de ces orchestres de très jeunes, ont réussi à sortir des enfants d'une immense misère, d'une immense pauvreté, d'abord, et aussi qui étaient dans des grandes délinquances, avec des parents qui étaient en prison, enfin, je parle du Venezuela. Oui. Et ont réussi à sortir ces gamins de la condition dans laquelle ils étaient. Et je pense qu'en France, tous ces orchestres à l'école, tout ça, si on fait de la musique, on a moins envie quand même, et on est dans un cercle et un milieu, on est entouré de rentrer dans une certaine délinquance, enfin dans une délinquance. En tout cas, ça porte beaucoup. Et on voit les effets. Alors ça va mettre du temps, bien sûr. Et moi, c'est cette jeunesse-là qui m'intéresse, même si vraiment d'une façon directe, je ne m'y emploie pas directement. Beaucoup de gens le font, mais en tout cas, je les soutiens beaucoup. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qu'on entend en disant oui, mais c'est de la musique sophistiquée, c'est compliqué, c'est difficile d'accès, par rapport à ces jeunes qui aimeraient bien. Alors heureusement, il y a ce qu'on appelle, d'un nom horrible, la musique amplifiée. On se dit, voilà, la propagation de la guitare et de tas d'écoles où ça paraît un peu plus accessible. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la difficulté? Moi, j'ai 3 enfants et je me souviens des conduites au conservatoire et des séances avec le professeur. Et peut-être tu peux adresser un message aux parents en disant, qui posent toujours la même question, qui dit mais comment tenir par rapport à ce que tu décrivais très bien, qui est l'âpreté, qu'il y a bien un moment où il faut apprendre et donc il y a une discipline. Et oui, c'est le rapport à l'effort, pour le dire simplement, en langage sportif. Oui, c'est toujours pareil. C'est une conjugaison de plusieurs choses. D'abord, il faut avoir des parents qui soutiennent les enfants, quitte à les forcer. Il y a un cap à passer toujours. Il faut les forcer un petit peu. Naturellement, souvent, un enfant n'a pas envie de travailler. Donc, malheureusement, hélas. Donc, je dirais malheureusement. Les parents sont indispensables. Il faut un peu soutenir en forçant un peu ces enfants quand même à travailler, parce que ça doit être un travail régulier. Après, il y a cette relation, évidemment, donner envie aussi aux parents. Je pense que l'éducation, elle vient aussi pour les parents, de mettre leurs enfants dans les conservatoires. Et puis l'éducation au collège. En primaire, au collège, il y a beaucoup d'éveil musical maintenant qui se fait. Et au collège, avec tous ces orchestres, avec tout ça, dire aux parents, voilà, donnez une éducation musicale, artistique d'une manière générale à vos enfants, allez vers ça, et si vous les amenez et vous les soutenez dans ce chemin-là, ils auront encore plus je dirais de force pour affronter la dureté aussi de la vie après. Parce que la musique, comme je disais au début, c'est le partage. Et ce partage, c'est toute sa vie. Et si on l'apprend jeune, on le garde toute sa vie. Oui, c'est une école de l'écoute, une école du respect. École de l'écoute, du respect. De l'altérité. Oui. Et puis c'est tellement beau. Moi, je suis toujours
toujours extrêmement touchée. À chaque fois que j'ai un projet différent, je suis toujours émue et très enjouée à l'idée de partager ce que je... Et dans tellement de domaines. Pardon, mais en plus, je ne fais pas de distinguo. Je vais au Festival d'Albi, un festival de musique de chambre absolument formidable, dirigé par Denis Pascal, qui s'appelle Ton voisin. Donc. Où je vais jouer, cette année c'est Bach, avec... on va jouer Villa-Lobos, Bach, plein de choses, des œuvres contemporaines, des œuvres classiques, avec des musiciens assez exceptionnels. Je suis extrêmement heureuse et enjouée, mais en même temps très heureuse de jouer avec Dadju au Parc des Princes, très heureuse de faire de la prochaine musique du film d'Olivier Marchal, très heureuse de jouer Traviata aux opéras en plein air. Mais tu as été la première à casser toutes ces frontières. Est-ce que tu as essuyé des critiques? Oh là là! Oh, bien sûr, sauf que maintenant... Est-ce que tu dérangeais quand même? Disons qu'au début, je n'étais pas prise au sérieux parce que, et notamment dans mon milieu, on se disait que si je faisais je dirais de la pop, de la variété, c'est que je n'étais peut-être pas capable de faire, comme on dit, une carrière, entre guillemets. La carrière. La carrière, voilà. Je pense que maintenant, depuis 30 ans, plus de 30 ans, même si je dois toujours faire mes preuves, je pense que j'ai prouvé par tout ce que j'ai pu faire et toutes les rencontres que j'ai faites aussi, que ce n'était pas le cas. Maintenant, on a toujours un besoin de se justifier et je ne dis pas qu'il ne faut pas se justifier, je dis que tous les jours, j'encourage en tout cas toutes les équipes avec qui je travaille à donner autant de leur cœur pour des projets très différents. Que ce soit le Grand Échiquier, où j'ai la chance d'être producteur exécutif avec France Télévisions. Où tu composes l'orchestre? Où je compose. Alors, je ne suis pas chef d'orchestre. C'est le seul bémol que je vais, pour lequel je vais te contredire, mon cher Denis. Alors, je ne suis pas chef d'orchestre. Ça, c'est un vrai métier à part entière que je ne sais absolument pas faire. Ça, c'est un métier vraiment difficile. Enfin, je ne dis pas que le mien n'est pas difficile, mais celui-là est particulièrement difficile. Et je dois dire que ce n'est pas de mon ressort. En revanche, j'engage ou je travaille avec des arrangeurs, des compositeurs et des chefs d'orchestre. Moi, je suis directrice de l'orchestre. Donc, j'ai cette responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche, comme on dit, il faut que ce soit, voilà, il faut que cette composition de l'orchestre, elle soit appréciée par tout le monde, donc je m'y emploie tous les jours. Alors nous passons au troisième chapitre, parce que tu sais qu'il y a la flamme qui réchauffe. C'est un peu la flamme qui console, voilà, et qui nous permet d'espérer. Et peut-être, en préparant cette rencontre, tu m'as parlé peut-être des musiciens, mais tu as carte blanche pour nous dire qu'est-ce que tu souhaiterais, comment tu souhaiterais utiliser cette flamme pour nous réchauffer. C'est une question difficile et compliquée parce que je n'ai... quel espoir je peux donner? J'en reviens encore à la jeunesse. Tout est possible quand on a l'envie et quand on aime les autres. Après, cette notion d'amour, le partage d'amour que l'on peut avoir, elle peut avoir différentes facettes, différents visages. C'est difficile d'arriver avec des mots. Moi, j'emploie rarement les mots. Moi, je prends mon instrument, je lis la musique, j'interprète ce qu'on me demande d'interpréter. En plus, je ne suis pas compositeur. Donc, moi, je suis vraiment dans la catégorie des interprètes. L'espoir, quel espoir? L'espoir que j'essaye en tout cas de transmettre, ou peut-être, en tout cas, j'espère que ça se voit, c'est la joie de faire ce métier. La joie de construire des choses, la joie de continuer à ce que toutes les musiques, on puisse les entendre, les recevoir et partager ses émotions. J'ai même, écoutez, il y a une fois, il y a une anecdote que je peux donner, oui. C'est que j'ai joué à la maison d'arrêt de Dijon. J'étais assez jeune et je dois dire que ça a été un moment très fort parce que les détenus étaient très en demande et pour certains n'avaient jamais vu ni un instrument classique,
que ce soit une contrebasse, un violon, un hautbois et tout ça. On avait un orchestre de chambre, une formation Mozart, c'est-à-dire à peu près 35 musiciens, n'avaient jamais entendu de musique classique de leur vie. Et tout d'un coup, j'ai vu dans le regard de ces détenus qu'il y avait comme une sorte d'apaisement. Il est peut-être là l'espoir. Cette jeunesse qui est très souvent extrêmement sollicitée, et c'est très dur, peut-être que la musique peut leur donner un espoir, en tout cas, d'être intégrés dans cette société qui est quelquefois difficile. Et oui. on peut peut-être dire, dans ce que tu dis, j'entends la musique facteur de communion, mais on peut peut-être dire qu'il n'est pas nécessaire d'être ni virtuose ni professionnel pour vivre cette communion. Absolument pas. Tout à l'heure, moi, à mon tour de te confier une anecdote, j'étais dans le métro avant-hier et il y avait un orchestre ukrainien qui jouait. Et d'abord, j'ai été stupéfait par la qualité musicale. Donc j'entendais cette musique au loin et je me disais, c'est beaucoup mieux que les musiciens d'habitude du métro. C'était époustouflant. Et je me suis approché, et donc c'était un orchestre ukrainien qui, évidemment, donc il y avait une foule considérable. Et je me suis dit, j'ai ressenti ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils étaient vecteurs et facteurs de paix, très modestement, très simplement, dans cette station de métro. Donc on comprend bien la flamme que tu viens de partager avec nous. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Peut-être on peut passer cette fois au dernier chapitre, qui est derrière toi, il y a Grand-mère contrebasse. Et tu sais mieux que personne que sous la table de tout instrument à cordes, il y a une pièce de bois que personne ne voit, mais que nous aimons tous, qui s'appelle l'âme. Et donc c'est peut-être cette dernière séquence, c'est finalement cette âme qui est si essentielle, puisque c'est elle qui transmet la vibration de la table supérieure à la table inférieure, et donc c'est grâce à ça qu'on l'entend. Eh bien, peut-être moi je te pose cette question, qui est quelle âme finalement tu as envie de nous transmettre, ou quelle flamme tu veux nous transmettre? C'est une question difficile. Encore une. Oui, c'est une question difficile. Bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas être en guerre quand on joue et qu'on partage de la musique. Je peux répondre avec une autre petite anecdote. J'ai eu la chance pendant presque 4 ans d'avoir la possibilité de créer un orchestre qui s'appelait Alma Chamber Orchestra. Extraordinaire orchestre. Avec lequel nous avons, je dirais, partagé des moments uniques dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est notamment une ville en Afrique du Sud où on a été joué dans une école, vraiment avec des enfants qui étaient, pour la plupart, dans des situations de précarité extrême. Et là, j'ai senti de l'espoir. J'ai senti de l'espoir parce que je pense sans faire de lieu commun, ce qui vient du cœur, on ne peut pas casser, on ne peut pas détruire ce qui vient du cœur. Et nous, les musiciens, notre rôle, c'est de transmettre ça. J'espère, après on est là que de passage, j'espère que j'aurai pu mettre une petite graine à remplir le cœur de certaines personnes, à ce qu'ils le reçoivent et qu'ils aient eux-mêmes envie, sans, comme tu le disais si bien, vouloir en faire son métier, gagner sa vie avec la musique, etc., en étant musicien amateur. Amateur, ça veut dire qui aime. C'est pas seulement l'amateurisme au sens littéral du terme, c'est aussi aimer et cette note d'espoir, c'est dans ce partage sans qu'il y ait ce côté professionnel, bien évidemment. Et tu es aux premières loges, Denis, parce que ça fait tellement longtemps que tu joues avec les autres. Très modestement. Oui, mais la modestie, on n'est pas là pour... on n'est pas à un concours. C'est pas un concours. Tu te fais plaisir, ça t'apporte du bonheur. Ce bonheur-là, c'est pas parce que tu ne gagnes pas ta vie avec ça que tu n'as pas autant de bonheur que peut-être moi
quand je partage plein de musique. Toi, tu es très spécialisé dans le jazz, mais moi d'ailleurs beaucoup moins, voire pas du tout. C'est encore autre chose. On y viendra, on y viendra. Mais c'est ta petite pierre aussi, et c'est ton ressenti, et c'est ce que tu transmets aussi. Donc je pense que sur ce plan-là, on est tous à égalité. Merci ma chère Anne, merci d'avoir partagé quelque chose qui est intime et qui relève, très intime, qui relève d'un mystère, et qui est le mystère effectivement qui nous unit, mais pas que nous deux, beaucoup de monde à travers le monde, qui est le mystère de la musique, le mystère de cette communion. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de ne pas jouer de violon, mais par contre je vais te lancer une invitation. Puisque dans ce lieu où nous faisons des concerts régulièrement, eh bien, on serait très honorés si tu acceptais de venir faire un concert. Voilà, je dis ça à tous nos amis de Flamme qui nous écoutent. On lancera une invitation, et si tu le veux bien, si ça rentre un jour entre le grand échiquier, opéra en plein air et autres, on pourrait peut-être s'inscrire en 2025 pour que tu viennes nous faire un concert ici à Boulogne-Billancourt. Je trouverai peut-être même un moment avant 2025. Voilà, sur le chemin de la scène musicale, tu t'arrêtes juste avec quelques musiciens. Voilà. Avec joie. Merci du fond du cœur, ma chère Anne. Merci à toi, Denis. Merci à W. Merci de m'avoir accueilli. Merci.